Bonjour. Bonjour, on midi. Ben oui, merci. Merci d'être là aujourd'hui avec nous, René Sylvain. Ça fait un bout qu'on se connaît. Tu es un alumni de ITSec d'ailleurs. Merci d'être là encore cette année. Deuxième année, voilà. Puis, on a discuté ensemble, c'était, je me souviens bien, au retour des fêtes ou à l'automne passé, d'un projet que tu avais. Oui. Bon, on y arrive présentement. Projet de ton livre qui est inspiré de tes années d'expérience, comme on vient de le voir. C'est un peu ça qu'on voulait discuter ensemble aujourd'hui, sur le pourquoi de ton travail. Qu'est-ce que tu as vu dans l'industrie qui a déclenché ce projet-là pour toi, finalement. Donc, si tu veux nous parler un peu de ce livre-là que tu as écrit, ou qui arrive à la toute fin, disons. Bien sûr. Puis, parler un peu du modèle qu'on doit regarder. Ouais. Parfait. Donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu de travail d'introspection sur les 25 ou 30 dernières années. Et ce que j'ai réalisé, c'est également avec mes clients, la PME québécoise était vastement sous-défendue. J'ai commencé à m'interroger à savoir pourquoi que c'était le cas. Bien sûr, tout le monde voit que les Desjardins et les banques nationales de ce monde ramassent les ressources à l'appel, entre guillemets, pour leur propre programme de cybersécurité, ce qui fait que la PME, même si elle a des fois le moyen de se payer des experts en cybersécurité, a très peu de moyens pour les conserver. Et j'ai commencé à regarder à ce moment-là comment est-ce qu'on pouvait positionner tout le travail de conscientisation à celui qui a l'imputabilité en cas de crise. Et c'est pour ça que j'ai vraiment focusé le livre sur le propriétaire de l'entreprise. Donc, dans ton livre, tu en parles, on en a discuté ensemble aussi au niveau de la responsabilité, imputabilité. On a parlé ce matin d'entrée de jeu de culture de cybersécurité. Donc, selon tes travaux, selon ton livre, c'est important que le message commence des propriétaires, présidents, CEO de nos business pour instaurer cette culture-là. Tout à fait. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un programme ou une méthode qu'on appelle la méthode Secure. Secure, ce que ça veut dire, c'est sonder, éduquer, construire, unifier, réviser et faire évoluer. Tout ça doit être porté par le propriétaire. Si on prend les acronymes un peu plus rapidement, sonder, à savoir, quand vous voulez construire une défense, vous voulez construire une maison, la première chose à faire, c'est de faire le relevé topographique. Qu'est-ce que vous allez protéger? C'est pas vrai que 100% des données ont besoin de la plus haute attention et de la plus haute criticité. Habituellement, selon mon expérience, c'est 5 à 10%. La majorité des données a peu ou pas de valeur. Je prenais l'exemple d'un CIUS où j'ai déjà travaillé et où le directeur disait « Mais là, ça nous prend un système de backup, il faut tout backuper. » Et on lui a expliqué par A plus B que c'est un projet de 10 millions de dollars sur 5 ans, alors qu'il se retrouverait dans une situation où, s'il voulait arriver de faire une restauration, il ne serait probablement pas capable à cause de la vaste quantité de données et que la playlist de la personne à la réception versus une radio aurait le même poids sur la sauvegarde. Donc, c'est le Secure. Donc, c'est vraiment sonder. Sonder, faire l'inventaire du data qu'on a en main. C'est ça. Donc, j'appelle ça un genre de relevé topographique. Quelles sont les données, quelles sont leurs criticités et surtout sur quel système ils dépendent. Parce que je donne un exemple, si vous avez une base de données Oracle, oui, vous dépendez d'Oracle, mais vous dépendez aussi probablement du système d'identité qui va vous permettre d'accéder à la BD aussi. Il faut faire ces dépendances-là pour avoir une cartographie complète. Puis dans le livre, on va compléter le modèle, mais dans le livre qui s'adresse aux propriétaires d'entreprise, on comprend donc que tu utilises un langage qui est familier, qui est vulgarisé pour passer ton message au travers. Tout à fait. Je vulgarise chaque technologie pour s'assurer que... Parce que j'ai appris, entre autres, quand j'ai fait les recherches, 92% des CEO ne sont pas techno. Dans mon cas, c'est un peu une contradiction, parce que moi, je fais partie de ceux qui sont techno. J'ai un background comme architecte TI, fait que j'ai toute cette dynamique-là. Mais la majorité des autres vont avoir d'autres spécialités. Ça va être soit des gars en vente, des gars de finance, des gars de produits, littéralement. Donc, j'ai vraiment voulu ramener ça à quelque chose qui faisait plus de sens pour eux. L'exemple que je me sers pratiquement tous les jours, c'est un MDR. Tout le monde ici sait ce que c'est un MDR? J'assume. Donc, Managed Detection and Response. Quand je parle de ça dans le livre, je vais parler d'un détecteur de fumée sur les appareils qui va être relié à un système d'alarme. Jamais il y a le mot MDR, jamais il y a le mot
d'algorithme ou quoi que ce soit. Quand je définis ce que c'est un MDR, c'est vraiment le genre de langage que j'utilise pour, par la suite, persister dans ce genre de représentation-là. Voilà. Ce qui nous amène au deuxième point, l'éducation oui. donc, si tu peux nous parler un peu, on en a parlé hier là, en préparation, qui était un des points les plus importants à mon sens, mais je t'inviterais à peut-être parler. La séquence est faite pour être exécutée dans ce sens-là. Donc, d'abord, savoir ce qu'il y a à protéger, mais ensuite, comment est-ce qu'on éduque les gens? Et là, je mets un peu le paradigme sur sa tête. Je ne crois pas que le staff doit être éduqué en premier. Ce que j'amène comme perspective, c'est plutôt que le patron doit s'éduquer en premier, doit être intéressé, et par la suite, son équipe de gestion doit s'intéresser à la cybersécurité pour qu'au final, les employés soient intéressés. Si on a un patron qui délègue la cyber, ne veut pas investir en cyber, ne veut pas mettre de MFA sur son téléphone, il n'y a personne dans le shop qui va vouloir être intéressé à prendre cette imputabilité-là. Donc, on se retrouve vraiment dans une situation où il faut que ça parte d'en haut, il faut que l'exemple vienne d'en haut, parce que c'est là où l'imputabilité, la responsabilité demeure. Donc, on se retrouve vraiment dans une situation où si le patron ne s'en intéresse pas, son équipe de gestion ne s'en intéresse pas, ses employés ne s'y intéresseront pas. Dans l'éducation aussi, j'ajoute un volet qui est vraiment de dire également, sachez c'est qui vos ennemis. Parce que les cybercriminels, oui, il y a ceux qui font du tactique, qui vont rentrer vraiment sur une compagnie qui est cotée en bourse, qui vont faire du shorting de stock pour être capable de faire un maximum d'argent. Mais la plupart, c'est des attaques de masse. Là. Ils pêchent à la dynamite, ils vont ramasser tout ce qui clique sur le fichier. Puis, tu parles d'éducation, on a des gens ici qui travaillent en TI, soit des MSP en organisation. J'aimerais te demander notre responsabilité à nous, comme professionnels, d'éducation envers les dirigeants d'entreprise. Comment tu t'entrevois ça? Comment tu vois ça, notre responsabilité à nous? Je la vois comme multiple, mais la première responsabilité qu'on a, c'est de s'assurer de bien identifier les risques. Je suis d'accord avec ce que Steve disait ce matin. Il faut connaître. Par exemple, avant de dire « Oui, chef, on va déployer l'AI Copilot pour Microsoft 365 dans l'environnement », s'il n'y a pas de sécurité, qu'il n'y a pas d'ACL et qu'il n'y a pas d'étiquette, faites pas ça parce que n'importe qui va avoir accès aux données de n'importe qui. Donc, c'est votre responsabilité de dire, avant de mettre ça on, de dire voici les risques, voici ce qu'il y en est, voici ça va être quoi l'impact sur la business. Et je suis d'accord, je parlais de ce matin d'ailleurs avec David, puis il me disait j'ai un formulaire qui dit I approve this risk. Ben, que le patron prenne la responsabilité. Et vous allez voir assez rapidement qu'au fur et à mesure qu'il va être obligé d'utiliser son étampe comme de quoi qu'il approuve le risque, éventuellement, il va trouver qu'il y en a beaucoup des risques qu'il approuve. Là. Et à ce moment-là, c'est là que ça vient le temps de dire, OK, comment est-ce qu'on peut dérisquer la chose? Comment est-ce qu'on peut, si on implante une nouvelle technologie, comment est-ce qu'on peut réduire le risque grâce à cette nouvelle technologie-là? Ce qui nous amène au C de ton modèle. Donc, construire. Construire. Oui. Donc, construire, on s'entend que la plupart des CEO ne sont pas prêts à écrire une architecture de cybersécurité. Je les prends pas à pas. Et plus dans l'optique de dire, OK, qu'est-ce que vous avez déjà sous la main? Qu'est-ce que vous avez déjà comme environnement? Et vraiment, étape par étape, comment est-ce qu'on bâtit chacun des blocs? La raison, c'est pas tant pour qu'ils écrivent l'architecture eux-mêmes, mais plus que si vous rentrez un expert en cybersécurité, qui ait le langage, qui comprenne qu'est-ce qu'il y en est. Et qu'on arrive à un point où si la personne dit, par exemple, « Ah, j'ai besoin de X, Y, Z », la liste de logiciels complète pour faire la techno, mais que le propriétaire comprenne que s'il y a déjà des outils à l'interne qui soient au courant, qui aient pu les identifier, qui connaissent les acronymes, qui savent ce que ça veut dire. Donc, on est vraiment dans du pédagogique. Mais l'idée, c'est qu'à la fin de la construction, que vous ayez des palissades qui soient assez solides pour voir arriver les cyberattaques et d'être capable de réagir. On parle d'investissement en technologie. Oui. Dans ton livre, tu en parles du retour sur investissement. Oui. Par quel moyen on peut amener les dirigeants à avoir ce retour-là, ou du moins avoir le bénéfice de ces investissements-là concrètement dans nos entreprises? En fait, c'est drôle parce qu'on rentre également dans la phase unifiée. Exact. Donc, dans l'unification, tout le monde connaît ici People, Process and Technology. J'ajoute toute la couche écosystème parce que toutes les autres compagnies que vous faites entrer dans vos murs doivent également être sécures si on veut être capable de maintenir la sécurité de notre shop. Et là, j'amène le concept aussi de
que j'ai emprunté à Microsoft qui s'appelle Metrics That Matter. Donc, s'assurer que le patron et son équipe de gestion sont en mesure de se retourner de bord et de dire OK, qu'est-ce qu'il faut mesurer pour savoir exactement est-ce qu'on est sécuritaire? Est-ce que tout le monde a fait sa formation de sécurité? Combien qu'on a eu d'attaques le mois passé? Est-ce qu'on a des vulnérabilités qui ne sont pas gérées? Vraiment d'avoir des métriques qui vont faire une différence et qui vont permettre au board d'être au courant de ce qui se passe d'un point de vue cyber. Ce qui nous ferait ramener aux 2 dernières lettres, le R et le E du modèle. Donc, je vais te laisser compléter en premier avant d'aller à ma question. C'est bon. Donc, on se retrouve dans l'unification. C'est là qu'on se retrouve le plus à dire comment est-ce que vous venez faire de l'infusion de cybersécurité, comment vous venez mettre en place la culture de cybersécurité. Parce que vous pouvez avoir le meilleur système. Si tous vos scripts qui sont utilisés dans vos processus ont des mots de passe en clear text, ça ne vaut rien. J'ai un ami qui m'a déjà appris que l'intégrité, c'est comme un ballon gonflable. C'est-à-dire que tu peux avoir la meilleure famille, élever tes enfants parfaitement et tout, si tu fais quelque chose qui est totalement illégal on the side le soir et que personne n'est au courant, l'intégrité est partie pareil. Tu as pris ton aiguille et tu as fait exploser la ballon. Donc, la sécurité est un peu le même principe, c'est-à-dire que à chaque étape de nouveaux processus, de nouvelles technologies, tout ça, il faut venir ajuster le risque, il faut venir ajuster la politique. Donc, on vient réviser nos processus, réviser les... La révision, je suis plus dans les revues annuelles. On est plus dans s'assurer d'avoir un change log quand il y a des choses qui changent dans l'environnement, d'avoir également le registre de risques. Donc, s'assurer que les risques sont acceptés, justement, qui sont étampés, qui sont dans un registre, qui sont facilement trouvables. Ça bouge dans le temps aussi. Il y a des risques qui vont bouger dans le temps. J'y arrive. Et donc, vraiment, toute la portion annual review, pen test, audit, s'assurer justement qu'à chaque année, la politique évolue, ce qui amène à la dernière lettre qui est évoluer. C'est là où je parle plus de vraiment amener toute la portion. Comment est-ce que vous mettez en place une vigie? Le meilleur exemple que je peux donner, c'est que dans la dernière année, l'IA, elle nous a frappés tous de plein fouet. C'est arrivé de partout. Et là, tout d'un coup, tu avais des gens qui allaient sur ChatGPT, qui mettaient des données confidentielles pour générer des documents. Là, les données n'étaient plus confidentielles parce qu'elles avaient été absorbées par le modèle. Toute cette dynamique-là, il a fallu l'apprendre. La prochaine chose qui s'en vient, c'est le quantique. Est-ce que vous avez commencé à regarder vos modèles d'encryption pour savoir s'ils vont être encore bons quand le quantique va sortir? Est-ce que vous avez déjà regardé comment le quantique et l'intelligence artificielle vont venir impacter vos systèmes? Je veux dire, on parle d'une vision 3 à 5 ans, mais il faut la regarder maintenant. Il faut commencer à comprendre comment ça marche aujourd'hui pour pouvoir faire évoluer le plan de sécurité en fonction de ça. Tu en parles dans ton livre, d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais faire le tour un peu des menaces qui sont sous-estimées, soit présentes, soit du futur dans nos entreprises? Tu en parles dans le livre, mais quelles seraient ces menaces-là que tu vois dans ton expertise, dans tes travaux? C'est drôle parce que, je ne sais pas si Audrey est dans la salle, mais Audrey a une expression très, très colorée qui est d'avoir la tête dans l'autruche. Je trouve encore que c'est une des menaces les plus présentes, dans le sens où de se mettre la tête dans le sable et de dire qu'il n'y a pas de problème. Dans le livre, je représente 9 mythes qui peuvent tuer votre compagnie. Et il y en a là-dedans que je suis certain qu'on a tous entendu. La compagnie est trop petite pour être attaquée. On n'a rien qui intéresse les cybercriminels. Nos données sont dans le cloud, fait que c'est Microsoft qui en est responsable. Il n'y a rien de ça qui est vrai. Et tout ça peut vous tuer. Parce que, comme je disais tantôt, la pêche à la dynamite, là, ils ne regardent pas le type de poisson. C'est comme, es-tu dans le blast radius? Oui, tu pars avec. Moi, je viens de voir, pas plus tard que la semaine passée, j'ai vu une attaque sophistiquée dans une PME de 30 personnes. Quand je dis sophistiquée, c'est la même attaque qui a fait tomber Microsoft en juin passé. Le vol de jetons. On parle d'une PME de 30 personnes. Là. Ils ne travaillent pas pour la NASA, ils ne travaillent pas pour la défense. Là. Ils font du génie civil. Comment ça se fait qu'une attaque aussi sophistiquée, en dedans de 9-10 mois, se rend dans leur inbox? Steve en parlait ce matin, mais c'est quoi le but de ces attaques-là? Tu parles d'une PME de 30 personnes.
À ce moment-ci, on parle de rançon logiciel, Tout à fait. d'argent. Donc, moi, je vois maintenant toutes les attaques comme étant des attaques hybrides, c'est-à-dire qu'il va y avoir une portion qui va être rançon logiciel pour paralyser la compagnie, extraction de données qui va devenir du extortion economics, donc vraiment de l'extorsion pure et dure. On a les données de vos clients, payez-nous, sinon vous allez vous faire ramasser par telle ou telle loi. Et donc, c'est vraiment des doubles attaques qu'ils font. Mais oui, je veux dire, le but, c'est habituellement de s'installer dans la société, d'avoir le temps d'inspecter ce qu'il y a dans la société et ensuite de dropper un payload et d'avoir extrait les données et d'avoir effacé les backups. C'est le modus operandi qui est encore valide aujourd'hui. Tu parlais des mythes ou des fausses croyances que tu t'exprimes dans ton livre. T'en as-tu d'autres comme ça? Tu disais on est trop petit pour se faire attaquer. T'en parles. Ouais. Je serais curieux d'entendre quelques-uns. Ben écoute, trop petit, on n'a rien à voler. Donner son dans le cloud par cœur, un petit peu. Bon, c'est pas grave. Je m'en souviens pas sans farce. Blanc de mémoire. Mais dans le livre, J'en ai 9 au 9 total. fausses croyances, genre, qui, en fait, ce que ça dit, c'est qu'en bout de ligne, il n'y a plus personne qui. On parlait hier de. C'est pas le si, mais le quand. Donc, C'est ça. donc, Le FBI avait une super farce là-dessus il y a à peu près 3 ans, puis ça disait 51 des compagnies ont eu une cyberattaque, l'autre 49 ne le savent pas encore. exact. Et malheureusement, c'est la réalité. C'est-à-dire que nous, quand on rentre dans les PME et qu'on commence à faire des scans, qu'on commence à regarder, habituellement, le score de sécurité d'une PME joue entre 6 et 12 mais dans les premiers scans, on trouve des keygen, on a même un client, à un moment donné, qui a branché un archive. Ça faisait 5 ans que son archive de courriel était offline. Il l'a mis online, puis on a trouvé un ransomware dans le fond d'un folder. Je veux dire, c'est pas vrai que parce que tu es petit, tu es à l'abri. Moi, je m'amuse toujours à dire que la chose que quelqu'un qui envoie un ransomware veut, c'est votre compte de banque. Si vous êtes encore en business, vous avez de l'argent dans votre compte, vous êtes à risque. Voilà. Et au niveau du modèle Secure que tu proposes, bon, il y a un paquet de bénéfices, mais si je te pose la question, c'est quoi les dangers, ou en fait les challenges à instaurer cette pratique-là dans nos entreprises? Ou, selon ton expertise, où est-ce que les gens se trompent la majorité du temps? Bon, les dangers en tant que tels, c'est, je dirais pas jusqu'à dire de la paranoïa, mais ça pourrait aller à l'autre extrême. La surexploitation ou la suracceptation du risque. Ouais. Je pense aussi que c'est quelque chose. Tu sais, les gens vont dire oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Quand est-ce que ça devient grave? Tu sais, ça, c'est ce genre de. Et l'autre chose que j'ai vue qui me désole au plus haut point, c'est le propriétaire qui va déléguer ça à n'importe qui vient de rentrer dans le shop juste pour dire je le veux pas sous ma plaque. Ben, je vois ça comme un danger. C'est un peu le propos que tu tiens dans ton livre, d'ailleurs, au niveau de la culture en cybersécurité. On en a parlé en début d'entrevue avec Steve ce matin. On parle de délégation. Bon, la responsabilité demeure, mais je suis propriétaire d'entreprise. Avec qui je dois m'entourer ou de qui je dois m'entourer? Où est-ce que je dois aller voir pour m'entourer des personnes qui ont l'expertise pour le faire, par contre? Donc, à votre taille, un peu différent, la plupart des PME, je vous dirais, ils n'auront pas le choix d'aller chercher un expert de marché. L'idée de base, c'est une fois que la topographie est faite, vous avez déjà une idée de ce que vous avez comme outil ou comme coffre à votre disposition. Tu sais, par exemple, si vous êtes AWS, ou vous êtes Google, ou vous êtes Microsoft, ça va changer le type d'expert que vous allez rentrer. Mais ma recommandation, c'est une recommandation plus d'architecture. Mon point de vue sur l'architecture, c'est less is more. Donc, moins que l'architecture est compliquée, plus simple que la cybersécurité devient. Donc, prière, s'il vous plaît, vous voulez mettre en place la cyber, c'est pas vrai que vous avez besoin d'acheter 75 nouveaux logiciels. Il y a déjà un paquet d'outils habituellement dans le stack que vous utilisez. Commencez par mettre ceux-là en place. Donnez-vous de la visibilité. Donnez-vous du temps. Parce qu'entre le clic puis le payload, il y a du temps. Eux prennent le temps de vous éduquer, de vous inspecter, de vous enquêter. Assurez-vous que de l'autre côté, premièrement, vous le voyez quand il fait un clic, qu'il y a quelque chose qui arrive, puis vous êtes capable de le bloquer. Déjà là, vous allez arrêter la majorité des attaques, mais surtout, ça va vous donner du temps pour savoir, OK, d'où est-ce qu'il vient ce courriel-là? C'est quoi, est où la provenance? Ah, tel de mes partenaires, ça vient de chez eux, je vais l'avertir parce que ça veut dire que lui s'est fait
il y a quelqu'un qui a pris contrôle de son courriel. Donc, d'être en mesure d'avoir ce temps-là puis de se donner cet espace-là, en cybersécurité, c'est priceless parce que ça te donne de l'espace pour pouvoir arrêter. Parce que toutes les attaques en cybersécurité, à partir du moment où ça prend trop de temps, ils perdent l'intérêt. Tu parlais hier en préparation de... Souvent, on a tendance à vouloir multiplier les outils ou les technologies. Ouais. J'aimais l'image que tu donnais d'arrêter d'essayer de faire trop large, mais pas assez deep. Ouais. Puis de se garder peut-être un plus petit stack, mais d'aller plus en profondeur. Donc, dans Less is More, c'est pas mal ça le principe. C'est moi, j'ai toujours été un architecte généraliste jusqu'à il y a à peu près 7 ou 8 ans. Et je disais, moi, j'en connais 1 000 de large, un pouce de profond. Fait que c'est le fun parce que je pouvais parler à tout le monde. Je comprenais pas mal ce que tout le monde faisait. Tu parlais de switch, je comprenais. Tu parlais de firewall, je comprenais. Sauf que je suis tombé face à face avec des gars qui ne font qu'une chose chez Microsoft, mais qui la font au complet de A à Z. Écoute, ils me perdaient dans le temps de le dire. C'était hallucinant. Fait que si je ramène ça à une équipe TI, ben si, par exemple, dans un CIUS, vous avez 1000 différents logiciels, c'est pas vrai que ton équipe de 20 personnes connaisse les 1000 logiciels par cœur. Fait que ça veut dire que dans chacun de ces stacks-là, il va y avoir des trous de sécurité qui vont être probablement non gérés et qui vont devenir des blind spots, donc vraiment des angles morts où les cybercriminels vont pouvoir se cacher. Et peut-être une des dernières questions, le temps file, mais on parlait tantôt, c'est pas le si, mais le quand. Tu me contais une histoire hier d'une attaque qui se passe un jeudi après-midi. Il y a quoi qui se passe dans le système? Je ne sais pas si tu veux compléter. Compter. Tout à fait, je peux le faire. Je reçois un appel, on est jeudi matin, puis c'est un bureau de brevet qui m'appelle. Il est avec son avocat au téléphone. Il dit « Sylvain, j'ai été attaqué vendredi passé. Je pense que j'ai besoin d'aide. » OK, je vais écouter l'histoire. J'ai été attaqué vendredi matin, rançon logiciel. J'appelle mon MSP. Mon MSP dit « Pas de problème, lundi matin, tu vas être up. Tout va être redevenu beau. » Comme de fait, lundi matin, tout le monde rentre au bureau, comme si rien s'était passé. Les systèmes étaient restaurés, tous les outils étaient de retour. Il dit mercredi, la SQ m'a appelé. OK. Ouais, c'est parce que mes données étaient sur le dark web par Lockbit. Ben, j'ai dit, je m'excuse, mais c'est pas moi qui peux t'aider. À ce moment-là, je l'ai référé à mon avocate. J'ai dit, à elle, c'est une avocate qui est experte en cyber, puis bonne chance. Hein. Parce que là, tu vas être rendu dans des négociations. Il va falloir que tu fasses une divulgation auprès de l'accès à l'information parce que tu as été piraté, tes données sont sorties. Mais j'ai dit, la question que je me pose, c'est, dans ton contrat avec ton MSP, c'est quoi qui est écrit? C'est quoi la responsabilité de ton MSP? Je dis, tu viens de m'expliquer, là, tes serveurs, tes services, tout est chez le MSP et géré par le MSP. Je suis curieux de t'entendre aussi sur l'aspect, on en a parlé hier encore, mais j'appelle un dry run, là, ou en termes de simulation. Qu'est-ce que tu conseilles à tes clients en termes de simulation d'incidents, par exemple? Je propose fortement à l'équipe de gestion d'en faire des mensuels. La raison étant, je vais prendre un exemple de Kung Fu. Ma femme est une adepte. Et ils ont ce concept en Kung Fu qui s'appelle muscle memory. Fait que c'est pas que tu saches faire un mouvement. Il faut que ton corps sache comment le faire par cœur. Donc, on se retrouve dans le même genre de choses. Quand on parle de faire des simulations d'attaque, des simulations de crise, puis d'être capable de se revirer de bord et de dire, OK, il y a une crise à X plus 1 minute, qu'est-ce qu'on fait, puis que tout le monde sait ce qu'ils ont à faire. Tu ne peux pas faire ça sans l'avoir pratiqué 10, 20, 50 fois, puis d'avoir identifié les trous à chaque place, puis de savoir où est-ce qu'il est le laptop d'urgence, est-ce qu'on a une salle à quelque part qui est prête, et où la liste des contacts papier qu'il faut qu'on appelle en cas d'urgence. Toute cette dynamique-là, il faut qu'elle soit planifiée, il faut qu'elle soit orchestrée. Et pour ce faire, il faut qu'elle soit pratiquée. Et non, je ne crois pas que ça revient aux gens de TI uniquement ou aux gens de cyber de faire cette pratique-là. Parce que ce n'est pas eux qui ont le décisionnel, ce n'est pas eux qui vont être imputables et ce n'est pas eux qui vont avoir la responsabilité au final. Quand les poursuites civiles vont rentrer, ils ne seront pas au nom de la personne TI. Ils vont être au nom du propriétaire de l'entreprise. Donc, en terminant, on parle de culture de cybersécurité, de responsabilisation. Le livre, on s'entend, sert à ça. Oui. D'ailleurs, tu avais une nouvelle, je ne sais pas si on est rendu, si tu veux partager la nouvelle peut-être au niveau... Je vais le mettre à l'écran.
Le mettre à l'écran, peut-être, oui, vas-y. Donc, ce que je vous offre, en fait, on a lancé la prévente aujourd'hui. Donc, si vous voulez avoir accès au Kindle, il va être disponible le 15 août. La version anglaise un petit peu avant. Si vous voulez la version anglaise, le premier barcode, c'est ma carte d'affaires. Vous pouvez me rejoindre, ça va me faire plaisir. Et sinon, vous pouvez vous inscrire pour l'avoir en prévente. Fait que c'est, comme disait Mademoiselle Noël tantôt, j'ai donné l'exclusivité à ITSec. C'est très gentil. Merci. Merci pour ton temps aujourd'hui, René Sylvain. Merci beaucoup. Très chanceux de t'avoir puis d'avoir accès à ton expertise. On a bien hâte de lire le livre que j'ai reçu, d'ailleurs, que tu m'as envoyé il y a quelques semaines. Ouais. Merci beaucoup. Puis, écoute, tu es disponible pour le reste de la journée si les gens veulent venir te rencontrer. Excellent, parfait. On est peut-être prêt à poser... Le temps pour quelques questions. Donc, je vais prendre quelques questions dans la salle. J'ai mes runners ici, mes je trouve de service qui sont prêts à courir vers vous. Si vous levez la main, j'ai une question au fond et j'en ai une ici pour après. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que j'ai trop bien fait ma job, c'est impossible. Non, c'est juste trop intéressant. On dit ça. Bonjour. Bonjour, Frédéric de Info Virtuelle. Est-ce qu'il y a une règle du pouce pour savoir combien une compagnie devrait investir en cybersécurité en fait de pourcentage de chiffre d'affaires? Je ne connais pas la règle du pouce. Je vais être très transparent là-dessus. Par contre, ma question, moi, est plus inverse, c'est-à-dire qu'elle se dirige plus aux dirigeants. Si quelqu'un passe un mois dans votre environnement, qui lit vos états financiers, puis qui met à 80 % le montant qu'il y a dans vos comptes de banque comme rançon, est-ce que vous êtes prêt à le payer? Fait que, à partir de là, ce n'est plus une question de budget, c'est une question de gros bon sens. Je ne crois pas qu'il faut abuser de ce montant-là, mais c'est un montant qui frappe l'imaginaire très rapidement. Parce que c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont regarder les états financiers, ils vont regarder combien il y a dans le compte de banque, fois 0,8, c'est ça qu'ils vont vous charger. Fait que si jamais il y a une brèche, c'est ça que ça va coûter. Très bonne réponse, merci. Merci. Prochaine question. Bonjour, Alain Maillot d'ALM Informatique. Ma première question était la même, effectivement, c'était en fonction du budget. Mais c'est quoi? C'est budget illimité finalement? Parce que les solutions, elles sont là, elles ont un budget fixe. Ouais. Donc, à quel moment ça s'arrête finalement? Bien, non, je ne parle pas de budget illimité. Je parle plus de conscientisation que d'outils dans le livre, premièrement. Parce que je donne un exemple. Si tout le monde ici a déjà Business Premium, ben vous êtes déjà capable de déployer Sentinel. Vous êtes déjà capable de mettre Defender for Endpoint. Avec quelques dollars de plus, vous avez Defender for Server, vous avez Defender for Identity. Vous avez déjà un stack d'informations qui remonte sur lequel vous pouvez réagir. Je n'ai pas ajouté 20 000 $ de budget. J'ai ajouté probablement quelques centaines de dollars par mois. La distinction est importante, c'est que je ne vous dis pas, j'adore cette comparaison-là, je ne vous dis pas d'aller dans Gartner, de regarder qui est en haut à droite et de dire que c'est ça que ça vous prend. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça qui va faire que votre culture va changer. Ce n'est pas ça qui va faire que vous allez mieux intégrer le stack technologique que vous avez. Qu'est-ce que vous avez en ce moment? C'est quoi les outils que vous pouvez ajouter dans le même stack pour maîtriser encore mieux votre stack? Commencez par ça. Ouais, merci pour la réponse. Oui, je suis d'accord, c'est inclus dans les licences, mais derrière, il faut du temps pour les configurer. Il faut aussi vérifier les vulnérabilités. Donc, il y a quand même du temps à passer après derrière. Il y a un budget aussi à mettre là-dessus. Donc, ce n'est pas juste quelques centaines de dollars. Je suis d'accord, mais on n'est pas dans des centaines de milliers de dollars. C'est ça mon point. Merci. C'est beaucoup plus acceptable. D'autres questions? Je regarde un peu. Je pense que j'ai le temps encore pour 2 questions. Je sens que vous pouvez lever la main. Oui, excellent. Donc, on va aller au fond ici. N'oubliez pas, la mauvaise question, c'est celle que vous n'oseriez pas poser. Je m'excuse, j'en pose beaucoup. Tantôt, vous avez parlé d'un test de restauration complet à chaque mois. Non. Non? Non. Qu'est-ce que j'ai mal compris? J'ai parlé d'un plan de crise répété à chaque mois. Donc, vraiment, la gestion de la crise, je ne parle pas de restaurer. Là. Je comprends. Okay? Je parle vraiment plus d'avoir la salle, d'avoir le PC, d'avoir un lien Internet qui est autre que le bureau, puis c'est quoi les étapes qu'il faut faire pour être capable de récupérer le bureau. Donc, vraiment, sans aller jusqu'au test de restauration, est-ce qu'on a accès au backup? Est-ce qu'on a accès à l'outil nécessaire pour restaurer le backup? C'est toute cette dynamique-là qu'il faut que ça devienne un réflexe pour qu'on ait les bonnes réponses. C'est bon, c'est moi qui avais mal compris, je m'excuse. C'est correct. Donc, un petit peu à l'image d'une drill, le fameux drill qu'on fait par le feu, mais on le fait ici pour... voilà. Donc, dès que l'alarme sonne, on sait exactement
qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'on s'en va. C'est qui la personne ressource, etc., etc. Ouais. Excellent. D'autres questions? Encore de la place pour une question? En passant, j'adore votre veston. Je dis ça, je dis rien. Ah, un ici. Bonjour, Michael de Nebiatech. On parlait tout à l'heure de la préparation au quantique. Oui. On voit aussi que le temps d'infiltration des différentes menaces peut durer plusieurs jours, semaines, mois, parfois même années dans certains contextes, c'est pour les infrastructures critiques ou des choses plus graves. Dans ce contexte-là, on peut imaginer qu'il y a peut-être des acteurs vraiment importants qui, je m'excuse pour l'expression, qui pompent des données en ce moment qui sont chiffrées et qui se disent on peut rien faire avec maintenant, mais pourquoi pas dans 10 ans, le quantique sera là, puis ça va briser les algos qu'on utilise aujourd'hui. Donc l'idée d'avoir une réflexion là-dessus dès maintenant est super pertinente. Maintenant, moi je suis curieux de savoir si on a des pratiques ou des techniques qui sont déjà là, qui ont déjà été pensées en fait pour prévoir ce scénario de « hey, on ne s'est pas fait bricher maintenant » ou « on ne le sait pas », puis on le découvrira seulement peut-être dans 10 ans. Tu sais. Je comprends. Merci pour la question. Le point que j'amène pour ça, c'est si quelqu'un est capable de sortir des données de votre environnement et que vous ne le savez pas, ça devient un problème. Donc, il devrait y avoir des règles dans le pare-feu qui disent, par exemple, que vous ne pouvez pas extraire de grandes quantités de données, que les données ne peuvent pas aller sur le dark web et que quand les données sont à l'interne, qui ont une classification pour que si c'est des données critiques de l'entreprise, ils ne sont pas juste chiffrés, ils sont surveillés, ils ont de la surveillance dessus, puis si quelqu'un essaie d'y accéder, vous êtes au courant. Donc, on est vraiment plus dans... Pour ce qui est du quantique, on est vraiment plus dans planifier l'évolution, parce que je ne vous dis pas de domper BitLocker demain matin puis de mettre une encryption quantique sur vos laptops. Ça va juste vous faire du trouble. Mais toute la logique de est-ce que vos données sont sorties? S'ils sont sortis, est-ce qu'elles étaient chiffrées? Est-ce qu'ils peuvent s'en servir aujourd'hui? S'ils essaient de s'en servir, est-ce qu'il y a quelqu'un à quelque part qui va le savoir? Puis si jamais elle sort dans 10 ans et que quelqu'un clique dans 10 ans, est-ce que vous allez le savoir aussi? On est plus dans s'assurer d'être au courant de tout ce qui se passe. Tantôt, tu as parlé que si une entreprise fait de l'argent, si on a une entreprise, s'il y a de l'argent dans le compte en banque, on est à risque. Oui. Donc, ça veut dire que le solopreneur est aussi à risque que la TTE, la PME et tout ça? La seule chose qui protège légèrement le solopreneur, c'est qu'il y a un seul point d'entrée dans son entreprise. Lui. Mais il n'est pas plus protégé que la PME de 50 personnes ou la PME de 10 personnes. Je veux dire, comme je disais tantôt, c'est de la pêche à la dynamite. Donc, si dans les 100 000 ou millions de courriels infectés qu'ils ont envoyés, si le solopreneur fait clic-clic et qu'il n'y a pas d'outils et qu'il ne réagit pas, il est aussi à risque. Intéressant. J'en prends une dernière. Dans le fond ici, excellent. Bonjour. J'entends beaucoup parler de beaucoup de choses ce matin super intéressantes. Là, l'enjeu, c'est qu'on parle à des convaincus. Il y a des ciseaux ici, il y a des gens techniques. Comment on fait pour aborder ça au chef d'entreprise, pour lui dire l'importance que ça a? Vous avez donné des exemples tout à l'heure, mais la plupart du temps, là, ils sont dans les opérations. Dans la PME, au Québec, là, c'est majoritairement des PME. Ouais. Ils vont mettre une nouvelle machine avant de penser au TI ou avant de penser à la cybersécurité, puis ils disent exactement ce que vous avez dit tantôt. Je suis trop petit, personne ne va me toucher. Comment on fait pour les convaincre? On achète le livre ou... La quoi? On achète ton livre ou... Ouais, ben ça, ce serait la manière facile, c'est vous lui donnez un cadeau de mon livre. Mais outre ça, je vous dirais, il y a 5000 exemples. Là. Vous faites juste vous promener un peu en ligne, vous recherchez. Je veux dire, la ville de Westmount n'est pas une grosse ville. C'est gros comme ça. Ce serait considéré une PME comme grandeur d'entreprise. Et ce n'est pas les budgets qui leur manquent. Et ils ont été rançongiciés pareil. Donc, c'est, je veux dire, Météo Média, encore une fois, tout petit shop, rançongiciel. Il y a énormément d'exemples dans tout notre entourage. Et si vous faites les journaux une fois par semaine, vous allez en trouver un. Il y a une histoire d'horreur encore qui va sortir cette semaine, c'est certain. Donc, encore une fois, se mettre la tête dans le sable n'est pas un plan d'action. Et l'important, c'est vraiment de comprendre que si la personne propriétaire choisit
de ne pas croire qu'elle est au... Il faut que ce soit documenté à quelque part. Il faut qu'il y ait une signature à quelque part qui dit « En effet, je n'y crois pas. Hein? » Parce que personne ne devrait perdre sa job, faire un burn-out ou commettre l'irréparable parce qu'il est tenu responsable des choix de quelqu'un d'autre. Merci pour cette question. Messieurs, un grand merci pour cet échange. J'espère que ça vous a éclairé beaucoup sur ces différents points-là. Je vous rappelle qu'on a une primeur. La journaliste en moi est tellement contente qu'il y a des primeurs. Donc, scannez si vous voulez avoir accès à ce livre-là. Mais tu vas être disponible encore pour répondre aux questions. Tu vas te promener avec nous. Tu vas être là pour le barbecue. Oui. Parfait. Le cocktail parce qu'on aussi. m'a dit qu'il y avait du soleil. Ah oui. Météo métier. C'est sûr. Mesdames et messieurs, merci. Monsieur Bédard.